Bien, chers amis de Radio Courtoisie, merci d'être à l'écoute. Suis très heureux de reprendre contact avec vous après cet intervalle des vacances. Et je le fais en compagnie de M. Pierre Cassin et de Mme Tazin, qui me font l'honneur et le plaisir d'être ici. Je les connais depuis longtemps, mais je pense qu'il était bon de bénéficier de leur présence sur un sujet qui est un peu abrupt, puisque c'est le thème de notre émission, c'est Islam, que faire? Je répète, Islam, que faire? Tout le monde est, comme chacun sait, préoccupé de voir notre vieux pays aux racines chrétiennes peu à peu gagné par la foi musulmane, contre laquelle nous n'avons rien, mais nous préférons évidemment qu'elle se situe sur ces terres d'origine, les pays arabes, donc Turquie, etc., plutôt que venir gagner notre pays, la France. Et je vais profiter de ce que j'ai à la parole, pas très longtemps d'ailleurs, pour engager le débat. Que faire? Alors, moi, je voudrais d'abord rappeler que immigration et islam sont quand même intimement liés. Alors, un de mes amis, M. Jean Robin, disait non, c'est totalement différent, l'immigration c'est un problème, et l'islam c'en est un autre. Je suis désolé, ce ne sont pas deux problèmes identiques, mais sont étroitement solidaires, comme deux sœurs siamoises unies par le flanc. Car s'il n'y avait pas eu une immigration intense, massive, au cours des 30 dernières années, le problème de l'islam ne se poserait pas. Si nous avions, par exemple, 100 000 ou 200 000 immigrés venus des pays arabes, du Maghreb ou d'Afrique noire, évidemment, on ne parlerait pas du danger que peut représenter l'islam en terre de France. Deuxième réflexion, mais vous allez me corriger, M. Cassin, et puis vous êtes là pour ça, pour me corriger, n'oubliez pas. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire, récente ou ancienne, d'une communauté musulmane et qui est disparue et qui a été absorbée par une autre religion. Je ne connais pas. Je me trompe peut-être, mais c'est toujours l'inverse. C'est généralement l'islam qui absorbe, au contraire, les religions avec lesquelles il est confronté, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'animisme, c'est toujours, et même malheureusement actuellement, le christianisme. Autrement dit, l'islam fait preuve d'une résilience, comme on dit, d'une résistance à toute épreuve. On le voit d'ailleurs en Tchétchénie, on le voit au Kosovo, et on le voit dans toutes les terres qui ont été gagnées par l'islam. Donc, il y a un problème vraiment spécifique à l'islam. Et j'ajouterais, toujours dans le même ordre d'idée, que l'islam fait preuve d'une extraordinaire capacité à convertir, de gré ou de force d'ailleurs, de gré ou de force, d'autres ethnies. Et on le trouve un peu partout dans le monde d'ailleurs, avec le Nuristan, on le trouve en Indonésie. Alors, je vais vous poser déjà une première question. Qu'est-ce qui rend l'islam extraordinairement attractif? Qu'est-ce qui lui donne cette capacité de conversion que, semble-t-il, le christianisme n'a plus? Et j'en viens à ma dernière question, mais là c'est le thème central. Dans un tel contexte, qui est un contexte rigoureux, qui est un contexte inquiétant, qui est un sens où nous ne partons pas gagnants, que peut-on faire? Sachant que, évidemment, je vous l'ai déjà dit, je le répète, il faut écarter d'emblée les réponses vite faites, on renvoie les musulmans chez eux, d'accord, et puis pourquoi pas les noyer aussi dans l'Atlantique, non, n'importe quoi. Il faut trouver des réponses raisonnables à un problème qui d'ailleurs n'est pas raisonnable, parce que voir cette contagion musulmane est quelque chose qui échappe à la raison. Mais bon, nous sommes là pour y répondre. Et Monsieur Cassin, je vois que vous prenez avec plaisir des notes. J'adore que mes étudiants prennent des notes, mais là, vous n'êtes pas en tant qu'étudiant. Et je vous écoute. Nous vous écoutons. Je suis un vieil étudiant dans ce cas-là. Écoutez, merci de cette présentation et merci de cette invitation. Beaucoup de choses dans votre présentation, donc je vais en reprendre 3 ou 4. Vous dites tout le monde est préoccupé par la réalité de l'islam. Moi, j'aimerais bien que vous ayez raison. Un sondage du Monde
Un sondage du Monde paru au mois de décembre a montré effectivement que la majorité du peuple français, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis des années, où on nous vend une belle histoire de l'islam, religion d'amour, de tolérance et de paix, et où on nous raconte que l'islam s'intégrera à la République, on nous parle d'un islam de France, un sondage du Monde, journal quand même de référence de la bien-pensance, paru en décembre 2010, nous a expliqué que ce n'était pas du tout comme ça que la majorité des Français voyaient l'islam, que la majorité des Français étaient inquiets de la montée de cette religion qui n'est pas qu'une religion, mais qui est également un projet politico-religieux, hégémonique, que 70% des Français ne supportaient plus le voile islamique dans la rue, et que de la même façon, 70% des Français considéraient que si les musulmans ne s'intégraient pas dans la République française, pour la majorité d'entre eux, ce n'était pas du tout parce que la République française était méchante, agressive, revancharde avec eux, mais c'était parce que l'islam les cantonnait au contraire dans des pratiques communautaristes contraires à la logique d'assimilation qui est la tradition de la République. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand vous dites tout le monde politique devrait être préoccupé. Or, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que la secrétaire du premier parti de gauche en France, Martine Aubry, a pour le moins une complaisance des plus étonnantes avec cette religion qui pour nous est tout sauf une religion d'amour, de tolérance et de paix. Nous constatons que son mari, Monsieur Brochen, avocat, s'est quand même spécialisé, c'est d'ailleurs Caroline Fourest elle-même qui le dit, dans la défense des islamistes dans la région du Nord. Nous constatons, en dehors du Parti socialiste, nous constatons par exemple qu'un autre président de la République, un autre candidat à la présidence de la République, je ne suis pas sûr qu'il va y arriver, Jean-Luc Mélenchon a osé tenir ses propos ahurissants dans son débat sur BFM TV avec Marine Le Pen, où il expliquait à Marine Le Pen: chère madame, sachez qu'en France, il n'y a aucun problème avec l'islam. Et il ajoutait par rapport à votre introduction que l'immigration enrichit aujourd'hui le peuple de France comme si nous étions encore dans les années 50. Nous avons un président de la République, selon les propos de Philippe de Villiers, qui a quand même reproduit un échange qu'il a eu avec Nicolas Sarkozy, qui disait lui-même qu'il était résigné à l'islamisation de la France, et que manifestement cette perspective n'avait pas l'air de lui poser problème puisqu'il continue la même politique sur l'immigration. Et vous avez totalement raison d'assimiler l'immigration à l'islam. Et là, c'est même sous Sarkozy en 2009 que nous avons battu un record de chiffres officiels de l'immigration en France. 2010, vous avez raison de me reprendre. Quand on dit tout le monde est préoccupé, pas notre classe politique. J'ai envie de dire le peuple de France est préoccupé parce que le peuple de France constate dans son quotidien ce que l'islam transforme dans ce pays depuis 30 ans. La menace terrible qu'il fait porter par rapport à nos valeurs, par rapport à nos traditions, par rapport à notre modèle démocratique, j'ose dire par rapport à notre modèle laïque, car je me réclame de la laïcité. Donc toutes ces menaces que l'islam fait peser, qui ne sont absolument pas reprises par les principaux dirigeants politiques. Donc juste une chose, vous disiez, c'était pour dire pourquoi l'islam est attractif. Je ne crois pas que l'islam est attractif. Je crois que l'islam fascine justement tous les jeunes issus beaucoup de jeunes issus d'une culture arabo-musulmane où il y a quand même tout un discours de revanche qui est tenu contre la France et contre les Français. Donc il peut y avoir une fascination, il ne s'agit surtout pas de généraliser, mais il peut y avoir une fascination parce que c'est une religion de force, c'est une religion de puissance. Il fascine quelque part une partie de la gauche. Et Anne Zelensky sur Riposte laïque avait écrit un magnifique papier là-dessus, mais il ne fascine absolument pas la majorité du peuple français, il l'effraie au contraire. Et donc, naturellement, par rapport à votre présentation sur que faire, je pense que ça sera une autre partie, puisque je veux quand même laisser la parole à Christine. Sinon, je vais te traiter d'affreux machistes et tout, donc c'est pas le cas. Mais il me semble quand même qu'en introduction, c'était bien de faire ces précisions. Oui, mais remarquez que vous allez reprendre la parole parce que j'ai envie de rebondir sur pratiquement tous les 3 mots de ce que vous avez dit. Autrement dit, vous avez fait un exposé qui mériterait sans doute plusieurs conférences. Mais enfin, on y reviendra après.
Madame. Oui, je voulais simplement compléter avec quelques remarques sur votre introduction. J'ai beaucoup aimé votre allusion aux faits historiques. L'islam fait disparaître les civilisations les plus brillantes. L'Égypte des Ptolémées a complètement disparu sous l'islam. Il ne reste plus rien. Il reste quelques pyramides touristiques. La Perse, qui était vraiment le berceau de l'humanité, avec des vestiges extraordinaires, avec une civilisation extraordinaire, retomber effectivement dans l'obscurantisme. Et si l'islam fait disparaître les civilisations, c'est que l'islam porte en lui-même la barbarie. L'obscurantisme, le refus de la lumière, le refus de la liberté. Et pourquoi est-ce qu'il fascine, si vous avez parlé de fascination, c'est quelque part, il flatte les forces barbares qui sommeillent en tout être. C'est-à-dire qu'on a un retour, finalement, je ne vais pas dire à l'homme préhistorique, mais c'est presque ça, c'est-à-dire à l'homme d'avant le contrat social. À celui qui va effectivement imposer sa loi, la loi du plus fort, la loi du mal. Alors on commence par l'imposer aux femmes, bien sûr. C'est pourquoi c'est une religion si misogyne. Et quand je dis religion, je ne devrais pas, parce que c'est un système totalitaire qui est bien plus qu'une religion, mais je pense qu'on y reviendra. Et donc l'islam, ça veut dire soumission. L'islam, c'est un système qui impose la soumission, l'obéissance aveugle, et qui forcément fait disparaître la liberté. Liberté de penser, liberté de choisir. On ne doit pas choisir son mari politiquement, liberté de changer de religion, etc. Et si cette religion est en train de reprendre finalement un petit peu de force dans le monde entier, je crois que c'est aussi lié à l'ultralibéralisme, à la mondialisation qui est en cours, qui a intérêt à ce qu'on ait en face un homme standardisé, un homme qui ne réagit pas trop, un homme qui n'est pas trop attaché à ses racines, à ses valeurs de liberté. Et donc l'islam est un outil parfait, vraiment, je crois, d'asservissement des peuples et pour faire disparaître les individualités. Si les gens n'existent plus que par leur communauté, une communauté qui est liée à un message soi-disant venu de Dieu, les gens ne peuvent plus rien dire, ils doivent obéir. Oui, ça, c'est ce que vous venez de dire qui est tout à fait fascinant. Vous venez de dire qu'au fond, le pouvoir d'attraction de l'islam, pour répondre à la question que je posais tout à l'heure, tient à ce qu'il réveille en nous ce qui est le plus mauvais. Exactement. C'est-à-dire, au fond, le besoin de domination, le besoin de ne pas choisir, parce que la liberté, c'est choisir, et le choix est douloureux. Et c'est d'ailleurs la grande force du christianisme, c'est qui pose la pierre angulaire de la liberté et qui fonde la responsabilité de l'homme, au lieu de laisser l'homme se livrer à ses instincts. Et par conséquent, on voit que de ce côté-là, l'islam, et vous voudrez bien y répondre, est au fond l'héritier du communisme, dans une certaine mesure. Parce que nous retrouvons dans le communisme le même monolithisme, la même volonté d'imposer aux hommes un cadre tout fait et identique. Je ne suis pas d'accord. D'abord parce que ce serait un sacré anachronisme. L'islam n'a pas attendu le communisme pour exister. Mais pourquoi pas Et puis, alors, ce sont deux régimes totalitaires. En cela, je suis d'accord. D'accord. Il n'empêche que le communisme est une vision politique de l'homme, et politique et économique. C'est une religion, le communisme. Non, c'est pas une religion, je crois pas. Non, c'est un idéal. On va pas s'engager là-dessus parce que voilà. On peut simplement concevoir qu'au XIXe siècle, vu l'état d'exploitation des ouvriers, qu'il y a eu des gens qui ont inventé un système où on retourne les valeurs, pouvaient se concevoir. L'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est dès le départ une vision d'un homme qui veut avoir le pouvoir, qui veut avoir la puissance, qui l'impose en prétendant qu'il reçoit, qu'il a des hallucinations, qu'il reçoit des messages, etc. et qui va utiliser ce message pour imposer la barbarie. À l'époque de Mahomet, il y avait la tradition, non, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, c'était par exemple la monogamie. Mahomet était très tenté par la polygamie, donc forcément, l'ange Gabriel lui a dit que c'était très bien d'être polygame. Et tout est comme ça, c'est-à-dire qu'on a un renversement au service d'un homme. Et donc, je recommande à tous vos auditeurs la lecture du livre de René Marchand, Mahomet à l'épreuve de l'islam, ou je ne sais plus le titre exact, mais qui est un livre qui est... La France en danger de l'islam. Voilà. La France entre djihad et reconquête, et c'est paru c'est réédité, ça a été réédité en 2009
aux éditions du Trident. Voilà. Et c'est un ouvrage absolument remarquable pour qui veut savoir qui est Mahomet et démêler le faux du vrai. Il a travaillé pendant des années sur toutes les sources historiques, notamment sur les écrits des Perses contemporains. Et donc, on a une vision réaliste de celui dont on veut nous dire que c'est un héros et que tous ces faits ont valeur d'exemple. C'est ça qui est absolument dramatique, d'ailleurs, pour les musulmans. C'est qu'on leur dit, voilà, il y a une vérité, c'est celle de Mahomet. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est un modèle. Or, c'est un pédophile, c'est un polygame, c'est un assassin, c'est un homme de guerre, et on nous le montre comme un idéal à admettre. Alors, évidemment, les islamistes, les terroristes ont beau jeu de dire, nous, on ne suit que la loi d'Allah. Je voudrais, avant de revenir vers M. Cassin, je voudrais vous poser une question. Mais vous avez déjà formulé une demi-réponse. Il y a un préjugé très fort dans l'islam contre la femme, contre la promotion de la femme, contre la présence de la femme, contre l'affirmation de la femme, et on le voit de façon éclatante avec les talibans. Les talibans qui ont fait sauter cette merveilleuse statue de Bouddha de 30 mètres, ce qui illustre bien ce que vous dites. Tout à fait. Il détruit la culture. L'islam détruit la culture, l'islam détruit la civilisation. Parce que ça le gêne. Parce que la civilisation est porteuse de liberté, de diversité, et on voit par conséquent que l'islam ne peut pas tolérer ces fuites en dehors du sens système. de progrès aussi. Aux femmes, c'est très important. Pourquoi, encore une fois, opprime-t-il avec une telle violence, et partout où il pénètre, la femme? C'est quand même curieux. Ça m'a toujours choqué et surpris. Alors, les femmes sont si belles. C'est si belles que moi, je me sens quelquefois des instincts de polyèdre. Mais je lutte contre ces instincts avec beaucoup de force, que je suis un bon chrétien quand même. Mais revenons-en sérieusement à cette question. Là, je crois qu'on peut passer sur des interprétations psychanalytiques. Oui. Je vous renverrai aussi à un livre de Véronique Hervouet qui s'appelle, je crois, c'est l'enjeu symbolique, quelque chose comme ça, où elle a très très bien analysé justement l'enjeu psychanalytique qui est dans l'islam et le rapport homme-femme. Donc, peut-être à verser effectivement au dossier. Et donc, l'islam, les hommes ont quand même traditionnellement dans toutes les cultures eu peur du pouvoir des femmes. La femme a un pouvoir magique, celui de donner la vie, et quelque part ça fait peur. Et donc les hommes ont souvent, on le retrouve assez souvent, ont voulu quelque part cantonner la femme à un rôle qui fasse qu'effectivement elle disparaisse. Mais c'est un petit peu l'histoire du bouc émissaire, c'est-à-dire que pour se sentir bien, pour se sentir exister, chacun de nous a souvent besoin d'un bouc émissaire, de quelqu'un. Une chèvre émissaire en l'occurrence. Voilà, d'une chèvre émissaire. Monsieur Cassin. Je voulais juste rebondir par rapport. On reviendra là-dessus parce que ce que vous avez dit là me paraît très intéressant mais incomplet. Je pense qu'il faut aller plus loin. Je voulais approfondir, Monsieur Lolland, ce que vous avez commencé à évoquer sur la similitude islam-communisme. Oui. Je crois qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire que tous les ennemis de la démocratie, toutes les personnes, tous les courants politiques fascinés par le totalitarisme, et il y en a eu deux au XXe siècle, c'était le communisme ou le stalinisme, comme on veut, et c'était le fascisme, tous ceux-là sont étrangement fascinés par l'islam. Je vous rappelle qu'Hitler était capable de dire que finalement, la plus grand dommage qui soit arrivé à l'Europe soit la victoire de Poitiers en 732. Et que si finalement les musulmans avaient gagné, nous aurions eu un peuple de guerriers, un peuple de combattants, alors qu'à cause du catholicisme, nous avons eu quelque part ce qu'il considérait comme des personnes. Bon, en gros, il avait pas la même vision guerrière qui le fascinait. Faut rappeler quand même qu'énormément de dignitaires du régime nazi se sont retrouvés à la fin de la dernière guerre au service de gouvernements arabes. Et il faut également rappeler, puisque vous faisiez le parallèle avec le communisme, qu'il y a effectivement chez beaucoup de communistes qui sont aujourd'hui désemparés par la chute du mur, une certaine fascination sur la force, sur le totalitarisme de l'islam, peut-être également sur un petit côté, les amis de mes amis étant mes amis, le diable étant l'impérialisme américain, il y a un petit peu le côté il y a un petit côté alliance, mais vous avez par exemple des gens comme Garaudy
ou des gens comme Alain Grèche du monde diplomatique, qui sont des gens qui viennent du Parti communiste, qui sont d'une culture communiste et qui ont une fascination sur l'islam. Dernière chose sur les modèles notamment nazis, ils se retrouvent dans l'islam, dans l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'ils retrouvent dans l'islam un antisémitisme qui leur sert au niveau de leur doctrine. Donc je crois que c'est plutôt tous ceux qui haïssent la démocratie aujourd'hui qui trouvent dans l'islam le totalitarisme du XXIe siècle, alors que les deux totalitarismes du XXe siècle ont été vaincus. Oui, ça me paraît très très intéressant. Vous avez peut-être des messages? On me reproche suffisamment de ne pas donner la parole aux lecteurs. Voilà. Allons-y. Les auditeurs ont déjà écrit beaucoup de messages et sont tout à fait d'accord avec... Résumez, voilà. parce qu'on n'a pas le temps. Christine Tazin, par exemple, une écrit « Je pense en tant que chrétienne que cette religion islamique a en fait peur des femmes. C'est pour ça qu'il les boucle et les muselle. De plus, c'est une religion peu exigeante pour les hommes, donc ils suivent la pente facile. » Ah, ça c'est vrai. Voilà, les destructions... Encore que, oui. avoir 4 femmes comme Mahomet, moi je tire mon chapeau, parce que vous vous rendez compte qu'une seule, quelquefois c'est déjà pénible, mais alors 4 à la fois, hein, c'est extraordinaire. Passons. Quelle misogynie épouvantable. On ne vous pardonnera pas. N'oublions surtout pas l'impardonnable destruction de la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, exact. Messieurs, ne pensez-vous pas que la force de l'islam vient des conversions par la contrainte et dans la violence? Ah, bien sûrement. Je pense que c'est exact évident. aussi. Grand merci à Monsieur Lalande d'avoir invité Monsieur Cassin et Madame Tazin pour leur combat et leur résistance. Ah, ça, pour une fois. Voilà. Les Français, un auditeur, les Français doivent savoir qu'aucun prétendant politique à la magistrature suprême ne résoudra ces problèmes. Il faudra recourir à d'autres moyens ou s'incliner et lucidement, je pense que c'est cette seconde solution qui prévaudra. Ça, certes, c'est non, pas un jamais. Ça, nous n'allons pas épiloguer là-dessus. pas publiquement, en tout cas. Je préfère ne pas avoir d'un nouveau procès, j'en ai bien assez comme ça. Il y avait une femme qui disait aussi comment se fait-il que les gens soient attirés par l'islam quand on voit le statut des femmes dans cette religion. Je trouve que 80% des Français d'origine ont bien voulu accepter cette immigration. Les gouvernants nous ont imposé cette immigration qu'on n'arrêtera pas. Pour ce problème, il n'y a que mensonges et détournements de chiffres, donc de la vérité. Une bonne masse de Français d'origine n'est pas inquiète, car si leur inquiétude était forte, eh bien cette masse serait dans la rue pour manifester cette opposition à cette immigration. Et voilà. Très bien. Non, mais Monsieur Cassin, vous avez, et je pense que vous avez 1000 fois raison, dit qu'une bonne partie de la séduction de l'islam, c'est son aspect totalitaire. Ce qui rejoint d'ailleurs ce que disait Mme Tazin, comme au fond l'islam c'est un gros globule blanc, si je peux dire, qui bouffe tout ce qu'il y a tout autour, qui le digère, et on ne sait pas trop ce qu'il rejette. Mais enfin bref, c'est comme ça. Mais ce qui m'a frappé dans votre propos, et malheureusement je crois que vous avez là aussi bien raison, c'est la lâcheté du corps politique. Le corps politique ne traduit pas les aspirations du peuple. Ça, nous savons que nous ne sommes plus dans un régime véritablement démocratique depuis de nombreuses années, parce qu'il y a un tel décalage entre le discours politique et la réalité de ce qu'éprouve la population dans son ensemble, tel qu'on peut l'apercevoir. Mais d'autre part, il y a quand même, comme on veuille ou non, effectivement, chez nos politiques, au niveau local d'ailleurs, pour des raisons électoralistes, et au niveau national, une complaisance extrêmement visible envers l'islam. Et même, semble-t-il, après ce que vous me dites, au niveau le plus élevé de l'État. Je dis le président de la République, quoi, s'accommode fort bien d'une France islamisée. Il sera probablement à ce moment-là, quand ce beau jour sera devenu, il sera probablement ailleurs. Je pense à New York ou dans des endroits sympathiques comme ça. Mais pour l'instant, il est toujours à Paris. Et au fond, l'islam, ça ne le dérange pas, quoi. Là vous mettez le doigt sur un vrai problème, c'est-à-dire que d'abord le peuple français n'a jamais été sollicité sur cette nouvelle immigration et notamment cette immigration majoritairement musulmane. On nous a massacrés pendant 30 ans, 3 vérités sur lesquelles on n'avait pas le droit de ne fût-ce que d'émettre une question sans être immédiatement catalogué
de fascistes, de réacs, de racistes, j'en passe et des meilleurs. La première, c'est naturellement l'islam est une religion d'amour, de tolérance et de paix, seulement pervertie par quelques méchants islamistes radicaux qui n'ont pas tout compris, qui n'ont pas bien lu le message de paix de Mahomet. C'est parce qu'ils ont mal lu le message de paix de Mahomet qu'ils ont foutu en l'air les tours à New York, qu'ils ont fait des attentats à Londres, en Espagne, qu'on en est quand même depuis 2001 à 18 000 attentats mortels créés par l'islam depuis 2001. Dans le monde, 18 000 attentats mortels recensés par un site américain. Ça fait une moyenne de 5 par jour. Ça fait combien de morts et de blessés? On a un chiffre? Ça, j'ai pas le chiffre, mais disons, il y a au moins un mort. Donc il y a forcément 18 000, oui, puisqu'il y a au moins un mort. Oui, mais il y a les blessés, au moins 10 blessés. Donc vous avez forcément déjà la liaison, et là-dessus les islamistes ont été extrêmement intelligents, faire la liaison entre critique de l'islam et raciste. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un pays, en France, où on s'est battu pour avoir le droit au blasphème. On s'est battu, ça n'a pas toujours été facile, notamment avec les personnes d'origine catholique qui considéraient qu'il y avait un côté sacré et tout. On s'est battu pour avoir le droit de faire des films, des œuvres d'art qui peuvent ironiser sur une religion, sur un dogme et tout, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de sacré et qu'on a le droit, au nom de la liberté d'expression, à partir du moment où on n'insulte pas les individus, on a le droit d'ironiser sur un dogme. Donc on s'est battu pour ce droit au blasphème. Or ce droit au blasphème est aujourd'hui remis en cause de par la stratégie des islamistes relayée par les gauchistes et par beaucoup de personnes de gauche qui considèrent que toute critique de l'islam est forcément un racisme à peine larvé. Et donc vous avez là-dessus les associations antiracistes qui immédiatement montent au créneau. Par exemple Pascal Ilout, qui est quand même né marocain, qui est d'origine marocaine, qui est né Mohamed, et moi, seront traînés, il n'y a pas que vous, Yves-Marie Lolland, seront traînés devant les tribunaux le 3 février prochain, donc par la Ligue des droits de l'homme, relayée par la LICRA, bravo la LICRA, et par le MRAP, ainsi que par une officine islamiste qui s'appelle le Collectif contre l'islamophobie en France, tout simplement parce que nous avons écrit dans notre presse que oui, les prières musulmanes dans la rue Mira et partout étaient des symboles d'occupation. Il n'y a absolument rien de raciste. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit aussi. Oui. Marine Le Pen. Marine Le Pen sera, d'après ce que je sais, également poursuivie devant les tribunaux. Simplement, elle a les députés européennes et il y a peut-être des procédures un peu plus difficiles. Mais bon, en tout cas, il y a donc ce côté, dès que vous critiquez la religion des pauvres, la religion des enfants de colonisés, je mets des guillemets à pauvres et les enfants de colonisés, vous êtes forcément suspecté de racisme. Donc déjà, il y a une énorme appréhension. C'est beaucoup plus courageux quand on se prétend, par exemple, anticlérical. C'est beaucoup plus courageux de taper sur le pape, de taper sur quelques prêtres pédophiles, de se rouler un patin devant une église. C'est beaucoup plus courageux que d'expliquer, comme l'a dit Christine, l'âge qu'avait Aïcha quand Mahomet l'a épousée. Aïcha, donc une épouse de Mahomet, a été épousée à l'âge de 6 ans par le prophète et déflorée à l'âge de 9 ans. C'est beaucoup plus courageux que d'expliquer que dans des pays arabo-musulmans, vous avez des gamines de 10 ans qui demandent le droit au divorce. Ce qui signifie donc qu'elles ont été mariées avant l'âge de 10 ans. Ça se dit pas. On préfère insister sur les prêtres pédophiles, on préfère provoquer l'Église catholique. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, pour rebondir sur l'immigration, l'autre chose qu'on n'avait pas le droit de dire, c'est l'immigration peut-elle être autre chose qu'une chance pour la France? Moi, je suis très fier d'être dans un pays qui a su intégrer des strates d'immigrés à une période où il y avait de l'assimilation, à une période où il y avait du travail pour tout le monde et à une période où les gens qui venaient en France venaient avec l'amour de la France, en donnant des prénoms français à leurs gamins, en travaillant, en ayant un respect du pays d'accueil. Moi, je trouve que c'est la fierté de la France d'avoir été justement un pays d'assimilation. La France qui a trouvé son compte, les immigrés y ont trouvé leur compte puisqu'ils ont trouvé en France un lieu où leurs enfants étaient soignés gratuitement et où il y avait à l'école, à l'époque, une école publique qui leur permettait d'avoir accès à un savoir qui leur permettait de réussir socialement. Le constat, c'est que l'immigration depuis les années 80 n'est plus la même. On a le droit de dire qu'on est dans une période de chômage de masse et qu'à partir du moment où des immigrés se conduisent non pas pour s'intégrer, mais pour imposer des valeurs qui ne sont pas les nôtres au pays sur lequel ils viennent, il y a un vrai problème.
À partir du moment où le communautarisme l'emporte sur l'assimilation, où le droit à toutes les différences l'emporte sur une assimilation qui quelque part permet d'intégrer, là on a un vrai problème. Et puis je vais arrêter sur ces deux choses-là. Oui, je vais me rappeler à nos auditeurs, puisque je suis appelé à le faire, que vous écoutez sur Radio Courtoisie le libre journal d'Yves-Marie Lolland avec Madame Tazin, que j'accueille avec plaisir, et Monsieur Cassin, que j'accueille également avec beaucoup de satisfaction, car je découvre un homme tout à fait remarquable. Mais il faut qu'on vienne maintenant au sujet du débat. Le sujet, c'est que faire, parce que vous venez de peindre un tableau qui est extraordinairement inquiétant, avec une immense complicité. La 5e colonne de l'islam, que l'on retrouve au niveau des politiques, au niveau le plus élevé de l'État, n'est-ce pas? Mais que l'on trouve dans la presse, évidemment. La presse se fait, et dans ce milieu gauchiste, ce milieu glauque, qui est telle une constellation, pousse ses tentacules partout. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on n'en trouverait pas à droite aussi, d'ailleurs. Des gens très 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 complaisants qui disent mais c'est pas grave, ce n'est pas sérieux. Juppé, hein, le ministre des Affaires étrangères Juppé se permet de dire que les frères musulmans sont des interlocuteurs tout à fait recommandables. Non mais Juppé est capable de dire n'importe quoi. Je le sais, j'ai travaillé avec lui pendant une dizaine d'années. Et c'est un garçon que, chaque fois que je le quitte du regard, il dit des bêtises, vous voyez. Il faudrait que je le surveille de plus près. Mais enfin, bon, maintenant, il échappe un peu à ma tutelle, hélas pour lui et pour nous. Madame Tassin, je crois que vous avez des choses à nous dire sur le sujet. Que faire, que faire, que faire? Alors, nous avons des propositions tout à fait applicables que nous avons faites notamment lors d'une conférence de presse le 4 avril dernier, à la veille du fameux grand débat sur l'islam rebaptisé sur la laïcité, par euphémisme, par l'UMP. Et donc, nous avons en France vraiment la capacité de faire des choses. La toute première chose, c'est que nous pouvons appliquer la loi. Appliquer la loi, c'est possible. D'ailleurs, Claude Guéant vient de le prouver, puisque pendant des années, on a vu des prières dans les rues. On prétendait qu'il n'y avait pas de solution, que c'était pas possible, que les pauvres gens étaient obligés d'eux. Il suffit que Claude Guéant dise mais non, écoutez, maintenant c'est interdit pour qu'elles disparaissent en 10 jours. Voilà. Donc, il suffit aussi de dire non. On sait dire non et on peut dire non. Et on a Quand on veut. Quand on veut, on peut. Et en parlant des prières dans la rue, quand on sait en plus que dans les milliers de prieurs qu'on voit ou qu'on voyait chaque semaine, il n'y avait pas une seule femme, on peut dire qu'il n'y a pas de musulmanes en France. Oui, elle était cachée par la... Non. C'est pas ça. Non, on voyait les yeux. Les femmes musulmanes prient chez elles. On ne voit pas pourquoi les hommes musulmans n'auraient pas pu faire pareil s'il était vrai qu'il manquait de mosquées, ce qui n'est pas le cas puisque les mosquées des alentours sont vides. Comme le recteur de la mosquée de Paris, M. Boubacar, l'a dit l'an dernier en invitant les gens qui étaient rue Mira à venir prier dans sa mosquée qui était vide à cette heure-là. Bref, donc je ferme la parenthèse. Autrement dit, on se fiche de nous, quoi. On se fiche de nous totalement. Totalement, délibérément. Et les médias complaisants, pourquoi est-ce qu'il y a deux mots pour la même chose? Enfin bon. Voilà. Donc on se fiche de nous. C'est une façon d'occuper l'espace public et d'avancer sur des revendications communautaristes pour que l'islam soit partie visible en France et incontournable. C'est-à-dire le contraire exactement de ce que la loi de 1905 avait imposé, avait prévu. Alors nous, ce que nous proposons, c'est que si le gouvernement voulait s'en donner la peine, il faudrait commencer par faire un moratoire sur la construction des mosquées. Pour deux raisons. La toute première, c'est qu'une mosquée, ça n'est pas une salle de prière. Une mosquée, c'est une caserne, c'est une école, c'est une mairie. C'est un tribunal, c'est un lieu d'endoctrinement et c'est un lieu où on apprend aux jeunes musulmans à devenir finalement des pro-charia, pro-loi islamique et on sait que la loi islamique est contraire à la loi française. Elle est incompatible par la force des choses. Il n'y a pas de démocratie possible en islam. D'ailleurs, les pays musulmans ne sont pas démocrates, comme par hasard. Donc, première chose, on peut autoriser des salles de prière, pourquoi pas? Mais jamais des mosquées. Parce qu'une mosquée, ça n'est pas un lieu de culte. C'est quelque chose de bien plus grave. Le deuxième point,
c'est qu'il faudrait faire un audit, une commission parlementaire serait bienvenue, de faire, on va dire, une enquête sur ce qui se passe à chaque fois qu'on construit une mosquée dans un quartier ou dans une ville. Est-ce que l'on voit plus ou moins de femmes voilées? Est-ce que ces femmes musulmanes sont plus ou moins intégrées dans la collectivité, vont au cours d'alphabétisation, vont rencontrer deux autres femmes, ou est-ce qu'elles sont enfermées chez elles? Nous, on a de très nombreux témoignages de femmes musulmanes et de gens qui travaillent dans les services sociaux, qui, à partir du moment où il y a une mosquée, ne voient plus les femmes et téléphonent disant « Enfin, pourquoi on ne vous voit plus? Pourquoi vous ne venez plus pour les cours de cuisine, pour les échanges, pour toute la vie sociale qui est en train de s'instaurer ?» La réponse, c'est depuis qu'elle est barbue, on n'a plus le droit de sortir. On n'a plus le droit d'aller échanger avec les Français. On doit rester dans notre communauté. Ça, c'est quelque chose de gravissime qui va complètement à l'encontre de l'assimilation, qui reste la base, en théorie, quand même, du modèle français. Donc, moratoire, on arrête les mosquées, on lance une enquête. Et après, on voit. Dans la loi de 1905 prévoit également que s'il y a la liberté de culte, on ne doit pas, à l'intérieur des édifices de culte, enseigner des choses contradictoires avec la loi française. Or, dans les mosquées, on lit le Coran, qui dit qu'il est mort aux juifs, mort aux homosexuels, que la femme est inférieure à l'homme, etc. Donc, le gouvernement pourrait, en toute justice et en toute légalité, faire fermer toutes les mosquées du pays. Il en a le droit, il en a le pouvoir. Il ne le fait pas. On peut s'interroger sur sa volonté de faire appliquer la loi, simplement. Alors, dans nos propositions, on voudrait aussi laisser tomber l'histoire de la formation des imams. On veut nous faire croire qu'il faut former des imams, bien sûr, sur fonds publics, et pourquoi pas. Les contribuables, maintenant, vont devoir payer pour la construction d'instituts de formation des imams. Il suffit de dire aux imams, vous respectez la loi de 1905, vous respectez la loi française, vous cessez tout discours qui ne soit pas compatible, ou bien vous n'êtes plus imam, ou bien vous n'êtes plus accepté sur le sol français. On n'a pas besoin de former des gens. Appliquer la loi simplement, dire non, être capable de dire non. On en a encore la possibilité. On peut également imposer que la religion reste dans la sphère privée. On nous dit que le voile est un signe religieux, ce dont je doute. C'est un signe d'inégalité entre l'homme et la femme. C'est au-delà de la religion. Mais admettons que des femmes qui prétendent « moi je veux porter le voile, c'est ma religion ». Ce port du voile, il doit être cantonné à la sphère privée. On doit interdire le voile dans la sphère publique, dans le public. On n'a pas du tout... C'est déjà le cas quand même. Non, la burqa. La burqa, pas le voile. Le voile n'est pas interdit dans l'espace public et c'est quelque chose d'épouvantable. Depuis des années, le port de voile qui se multiplie. Toutes ces femmes qui ont la tête basse, c'est épouvantable, qui ont quel que soit leur âge, quelle que soit leur possibilité de séduction, qui sont obligées de raser les murs symboliquement avec ce voile sur la tête. Il ne doit pas y avoir une mèche parce que quelque part, elles sont habituées dès l'enfance à dire « je dois vous mettre un voile ». Sinon, je dis à tous les hommes que je rencontre que ce sont des animaux en rut qui vont se jeter sur moi. C'est le mépris de l'homme, c'est le mépris de la femme, c'est le refus de l'égalité homme-femme. Et donc, le port du voile est inconstitutionnel, tout simplement. Attendez, je m'excuse, mais oui. Vous faites une distinction fondamentale entre le voile et la burqa. La burqa, ça couvre tout. Oui. C'est la tente. Mais la burqa, c'est en Afghanistan, je crois. Surtout. Mais non, vous en avez en France aussi. C'est le niqab, c'est le niqab qu'on a. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'on voit les yeux. On va dire voile intégral. Voilà. Ça, on va rentrer dans les débats. Mais alors, le voile, c'est un voile donc. Moi, je parle du foulard. Que la tête. Je parle du foulard. Le foulard. Le simple foulard. Un simple foulard. Qui est une simple indignité de la femme, qui l'oblige à se cacher, à être marquée comme femme. Mais on voit quand même le visage là. On voit le visage, mais quand vous voyez que François Fillon a inauguré une mosquée d'Argenteuil au mois de mars avec une gamine de 7-8 ans voilée à ses côtés et a osé accepter qu'une gamine de 7-8 ans qui ne choisit rien, qui ne dit rien, soit marquée comme femme inférieure soumise qui doit se cacher, c'est honteux. C'est inacceptable, c'est vraiment... Et les féministes partent en guerre contre ça, bien sûr. Mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne les entend pas. On ne les entend pas. On ne les entend pas. À part un Zelensky... Très vocal dans certains cas.
Elle râle sur plein de choses, seulement sur le voile, c'est le silence radio. C'est totalement incompréhensible. Sauf une Anne Zelensky, par exemple. Ben voilà, hein, c'est ce que Comment Sauf une féministe comme Anne Zelensky, qui est présidente de la Ligue du droit des femmes, qui est une compagne de route de Simone de Beauvoir, et qui se fait totalement ostraciser par le milieu féministe, parce qu'elle a le courage de dire que le voile insulte les combats qu'elle a menés toute sa vie. Elle est ostracisée Il y a totalement encore par le des gens milieu courageux. féministe. Bon, Oui. Voilà. Heureusement. On voit devant Donc, moi. Bon. dans la suite de nos propositions, il suffit également de respecter toujours la loi de 1905 qui impose la religion dans la sphère privée. À savoir, il est absolument inconcevable que dans les entreprises ou même dans les services publics, on prenne en compte la religion des gens. De quel droit est-ce qu'on peut dire à quelqu'un tu n'auras pas tes vacances au mois d'août parce que tu n'es pas musulman et qu'on réserve le mois d'août à ceux qui sont musulmans parce qu'ils font Ramadan? C'est un scandale. On ne doit jamais savoir si celui qui est en face de vous, qui travaille avec vous, est musulman ou chrétien ou je ne sais quoi. Or, actuellement, on a des revendications, des demandes de lieux de salle de prière, des demandes d'absence, des gens qui s'absentent pour faire leurs 5 prières par jour, pour faire Ramadan, avec les dysfonctionnements que ça suppose dans les entreprises et les risques. Donc là aussi, ça devrait être complètement interdit. Ça ne doit pas être pris en considération. On a de gros problèmes dans les hôpitaux, puis avec les musulmans qui ne veulent pas que des médecins hommes examinent leurs femmes. Et actuellement, on fait des grands discours sur des codes de conduite. La réalité, c'est quand même, pour éviter les scandales, que les gens se mettent en quatre sur place pour que ce soit les femmes qui examinent les autres femmes. C'est-à-dire qu'on entre dans le système, alors qu'il faut dire non. Je vais aller jusqu'au bout. Vous avez raison. Dans tous les phénomènes que vous venez de souligner, on rentre dans le système par complaisance. C'est ça. Pour éviter d'avoir des ennuis. C'est ça en réalité. C'est ça. Hein? Pas d'ennui, pas d'émeute, et en fait, on se fait manger et on renonce complètement à ce que nous sommes. Exactement. Dans nos propositions, celle-ci, dans nos propositions, on propose aussi que les représentants du Conseil français du culte musulman signent un engagement disant que les musulmans auront le droit à l'apostasie, ce qui est interdit par le Coran, auront le droit pour les musulmanes d'épouser un non-musulman, ce qui n'est pas le cas et ce qui est de plus en plus difficile. On a de plus en plus de jeunes filles qui s'enfuient pour échapper justement à un mariage qui est même imposé, qui est également quelque chose de fondamental dont parlait Pierre tout à l'heure, c'est effectivement le blasphème. Il faut en France que le blasphème soit effectivement autorisé et qu'on ne le remette pas en question. Vous avez quand même des députés comme Éric Raoult qui a osé déposer une proposition de loi il y a quelques années pour interdire justement le blasphème. Vous avez le Conseil français du culte musulman qui a osé faire une demande au président de l'Assemblée nationale l'an dernier parce qu'il devait y avoir un débat sur l'islam. On interdit le débat sur l'islam. Donc, il faudrait exiger tout simplement une signature des gens qui vivent en France, qui sont en France. Oui, on respecte la loi, on a le droit de changer de religion, on a le droit d'épouser qui on veut, et on a le droit, et on doit accepter la critique de l'islam. On doit accepter. Je vais vous interrompre une seconde pour dire à nos auditeurs que s'ils souhaitent avoir accès à votre discours, mais par écrit, ils peuvent écrire à Radio Courtoisie ou peut-être à une adresse que vous allez nous donner pour pouvoir se procurer effectivement ces propositions qui me paraissent très très intéressantes parce qu'elles s'appuient sur la loi. Vous restez rigoureusement dans un cadre légal. Et ça, c'est fondamental. Tandis que nous avons la loi pour nous, à condition de l'appliquer. Ils peuvent écrire à Riposte Laïque et on leur enverra le lien parce qu'on a tout mis en ligne. Je pense Je rappelle l'adresse. Que pour les auditeurs, bon, vous écoutez, c'est déjà énorme, mais au-delà de cela, il faut quand même qu'ils sachent que l'on peut se référer à un ouvrage écrit. Peut-être que vous pouvez donner par écrit tout de suite. Riposte laïque, donc attaché et laïque, L-A-I-Q-E, parce qu'on peut écrire laïque et laïc aussi, hein, donc L-A-I-Q-E, @orange.fr. Vous les répétez, parce que je n'en Alors, peux jamais. riposte laïque, QE laïque, @orange.fr. C'est attaché, n'est-ce pas, riposte? Tout est attaché. Tout attaché. Bon, en tout cas, ce que vous dites là est attachant. C'est déjà pas mal. Mais vous n'avez pas épuisé la liste de vos propositions. Donc, on va vous demander, si vous êtes d'accord, continuez. Ce qui me plaît là-dedans, tout cela me paraît fondamentalement raisonnable.
Et il faut que les gens sachent quand même que, en se lançant dans ce genre de combat, auquel nous nous appelons, c'est pas la Gestapo qui sonne à 9h du matin. Pas du tout. À 6h du matin, pardon. C'est des choses normales, acceptables et légales, vous voyez. Oui, je dirais Radio Courtoisie dans 1 minute. Hein. Je n'oublie pas Radio Courtoisie puisque j'y parle. Hein. Vous écoutez Radio Courtoisie et vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Lolland en compagnie de Monsieur Cassin et Madame Tazin. Voilà. Et Cassin, pas Cassin. Il y a 50-50 dans la famille, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais non, je veux d'abord que Madame Tazin, si vous êtes d'accord, continue à énumérer ses propositions parce que je bois du petit lait en l'écoutant. Je veux dire, non, mais les auditeurs, je veux juste dire qu'ils envoient beaucoup de messages qui vont tout à fait dans le sens de nos deux invités. Donc mais évidemment, ils ne peuvent pas faire autrement. Et il y en a un qui conclut la force de l'islam, c'est notre faiblesse. C'est vrai. Et c'est peut-être tout à fait mais c'est juste. Évident, c'est évident. Mais continuons sur vos propositions, Madame. Alors, nos propositions toujours réalistes, c'est simplement d'imposer le refus de la ségrégation. C'est-à-dire pas d'horaires réservés dans les piscines pour les femmes, comme ça a été le cas à Lille, avec la bénédiction de Martine Aubry. On ne peut pas se baigner souvent. Hein. Non, sans doute, non, mais il n'empêche que oser dire que les femmes effectivement doivent être à part. Mais Lille est devenue maintenant une commune sociale musulmane pratiquement grâce à elle. Je vous en laisse la responsabilité. Non, mais c'est incroyable. Bien sûr. Ça va très très loin. Ça va très loin. Quelque chose qui est très gênant aussi, ce sont les carrés musulmans dans les cimetières. C'est-à-dire que pour les musulmans actuellement, on met les musulmans à part, le ghetto, la communauté musulmane qui est supérieure aux autres. Hein, et c'est aussi dans le communautarisme, on en est là. Et il ne faut pas, même dans la mort, les mélanger avec des chrétiens ou des athées, donc des cimetières à part. C'est le communautarisme dans l'autre loin, dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Ça va très loin quand même. Symboliquement, oui. Il y a quand même quelque chose qui, pour nous, héritier vraiment des Lumières, héritier de notre tradition de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, c'est quelque chose qui est inacceptable. Quelque chose qui est très gênant, qui devrait être interdit, c'est la finance islamique. Or, Madame Lagarde a fait en sorte que notre constitution soit changée pour qu'elle soit acceptée. C'est-à-dire que la finance islamique fait que on accepte que des gens ne respectent pas les prêts, le système de prêt traditionnel à taux usuraire, avec taux d'intérêt, mais un système qui est un montage financier qui en fait lèse le trésor, lèse l'État, puisque en gros la banque, vous voulez un prêt pour acheter une maison, la banque va acheter votre maison et elle vous la revend à tempérament par mois, mais elle vous la revend un peu plus cher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taux d'intérêt officiel, mais elle vous la revend un peu plus cher. Elle est comme ça. C'est ça. Madame Lagarde qui a fait ça. Et Madame Lagarde a fait en sorte de modifier notre constitution pour que ce soit légal en France, possible pour attirer justement la finance des pays musulmans. C'est original. Ça. Voilà. Et ce qui fait, et c'est dramatique, que vous allez peu à peu avoir des tas de banques qui vont avoir des fonds islamiques importants, ou des gens présents dans les conseils d'administration qui vont avoir cette idée, vont refuser un prêt à un viticulteur, puisque le vin est interdit dans l'islam, vont refuser le prêt à des éleveurs de porcs, vont refuser les prêts à des femmes non voilées ou divorcées ou tout ce que vous voulez. Donc on est en train de faire entrer dans le système français, même dans le système économique, quelque chose qui va nous imposer le mode de vie islamique sans le dire. Et ça, c'est terrifiant. Par l'acheter. Voilà. Et Madame Lagarde est, paraît-il, au FMI. Donc je vous dis pas ce qui attend, ce qui attend le monde entier. Voilà. Donc on est très bien. Musulmane encore. Allez savoir. C'est une bonne question. Alors, donc, c'est vrai qu'elle ressemble beaucoup à un homme. Donc, par conséquent, cela peut justifier ses prises de position. Ne continuez pas la misogynie, je vous prie, sinon on va être obligé de se fâcher. Alors, donc ça, c'était notre premier volant, on va dire, d'éléments un petit peu au jour le jour, simplement appliquer et respecter la loi française, ça suffit. Il suffit de dire non. On est capable de dire non, on a les éléments pour le faire. On a un deuxième type de proposition qui est simplement que le gouvernement français fasse ce qu'a fait Napoléon en 1807. Il a convoqué le grand Sanhédrin pour dire, ben voilà,
Pour que les Juifs deviennent citoyens français, c'est très simple. Il faut que la Torah soit expurgée des textes qui sont incompatibles avec la loi française. Il y a eu effectivement discussion, etc. Et les Juifs ont accepté. Et donc, leur texte a été expurgé de tous les textes qui n'étaient pas compatibles. Et on a posé une douzaine de questions aux Juifs. Est-ce que vous allez accepter le divorce? Est-ce que vous considérez que la polygamie est normale? Est-ce que? Et en fonction des réponses, ils pouvaient devenir citoyens français ou pas. Donc nous, ce que nous demandons, et nous le demandons depuis déjà pas mal de temps, c'est qu'il y a en France la même chose, c'est-à-dire qu'on demande une grande consultation des musulmans et des représentants des musulmans pour dire voilà, ok, on reprend le Coran et on l'expurge des textes qui sont incompatibles avec la loi française. Alors, on sait qu'ils ne veulent pas en entendre parler puisqu'ils disent que le Coran est incréé, c'est-à-dire qu'il a été dicté par Dieu, donc on ne peut pas y toucher. Et dans ce cas-là, c'est incompatible avec la loi française. Voilà. Oui, mais on pouvait en dire autant de la Bible. Non, mais c'est pour ça. C'est exactement. D'un autre côté, là, vous êtes en train de soulever un problème assez gigantesque, parce que je ne vois pas les 7 millions de musulmans accepter de gaieté de cœur. D'abord, beaucoup d'entre eux sont déjà citoyens français, donc on ne peut pas leur enlever la nationalité. Ah, mais écoutez, moi, je suis tout à fait pour ce qui se passait en Grèce antique, à Athènes. Système d'ostracisme, quelqu'un qui ne respecte pas la loi de son pays, qui refuse de respecter, et comme on voit par exemple les extrémistes de Forza Analysa qui foulent au pied le code pénal et qui disent qu'ils n'en veulent pas parce qu'il ne contient rien sur les musulmans et qu'il faut absolument que les musulmans se révoltent et appliquent leurs lois. Je ne vois pas pourquoi on ne dirait, qu'ils soient français ou pas, peu importe, on ne leur dirait pas désolé. Vous ne respectez pas votre pays, vous ne respectez pas ses lois, allez vivre dans un pays qui sera conforme à vos aspirations. Ça n'a rien de choquant. Res publica, c'est la chose publique, c'est le bien commun. Je vais attendre une seconde parce que M. Cassin, je crois, veut contribuer au débat. Oui, on va quand même pas laisser Christine Tazin, au nom de l'égalité homme-femme, prendre les 3 quarts de la parole quand même. Je vois, oui. Non, vous parliez de la nationalité française. C'est très important parce que, par exemple, le Premier ministre turc, le sympathique Erdogan, il dit aux citoyens turcs d'Allemagne comme de France, utilisez toutes les possibilités de double nationalité. Il le dit surtout aux Turcs en France. Utilisez toutes les possibilités de double nationalité pour réaffirmer que vous êtes d'abord des musulmans avant d'être des Français. C'est le discours très clair tenu par Erdogan. Donc il y a quand même déjà une vraie question sur la double nationalité. On a aujourd'hui en France plus de 5 millions de personnes, majoritairement de culture arabo-musulmane, qui ont la nationalité française et qui ont également une nationalité d'un autre pays d'Afrique ou d'Afrique du Nord. Ça a été soulevé récemment par tout le scandale autour de l'équipe de France de football, où les malheureux dirigeants de l'équipe de France, disons de la direction technique nationale, se sont fait traiter de racistes, simplement pour remarquer que des jeunes joueurs qui jouaient dans les équipes de France quand ils avaient 16 ou 17 ans choisissaient un autre pays pour aller continuer leur carrière internationale parce que c'était plus facile. Donc déjà, on a un vrai problème sur la double nationalité. Pour moi, on peut pas en France avoir une double nationalité. Voulez-vous répéter les chiffres? Vous dites qu'il y a actuellement entre 5 et 7 millions de personnes qui ont la double nationalité? Oui. Tant que ça? Oui. Ah, moi je suis un peu surpris. Je pensais que, bien sûr, il y avait une centaine de mille peut-être. Non, ce sont des chiffres, notamment 5 millions, sont des chiffres qui ont été avancés par Malika Sorel, membre du Haut Conseil à l'intégration, qui n'ont pas été désavoués. Bien sûr, énorme. C'est énorme, des jeunes en plus. Je reviens sur Erdogan, parce que j'aime bien Erdogan. Erdogan. Il est sympathique. Oui, je trouve. Erdogan, c'est un musulman modéré, c'est comme ça qu'il nous est présenté. C'est un musulman moderne, monsieur. Donc, Erdogan a ces paroles extraordinaires. Lui, je trouve que les islamistes ont ce don d'annoncer la couleur. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est la caractéristique de tous les totalitaires. Généralement, les totalitaires ont ce truc, ils annoncent la couleur. Le problème, c'est que les démocrates ne veulent pas les croire. Non, mais il ne faut pas les écouter, c'est tout. Erdogan disait, lui très clairement à des dirigeants européens, grâce à vos valeurs démocratiques, nous vous envahirons.
grâce à nos valeurs coraniques, nous vous vaincrons. Et grâce à notre démographie et à nos valeurs coraniques, nous vous vaincrons. Je crois qu'on ne peut pas ne pas raisonner sur l'islam aujourd'hui si on n'a pas à l'esprit que dans la conception musulmane, il y a Dar al-Islam, c'est-à-dire la terre de l'islam, et qu'un musulman ne peut concevoir d'être sur une terre qui n'est pas musulmane qu'à partir du moment où il est dans une stratégie de conquête visant à faire devenir cette terre Dar al-Islam. Quand je dis ça, je ne dis pas que tous les musulmans en France se réveillent le matin en disant quand est-ce que la France devient musulmane, parce qu'il y a des contradictions chez eux, heureusement, mais la doctrine de l'islam, c'est ça. Et vous aviez eu un reportage extraordinaire de John-Paul Lepers récemment sur Canal+, qui interviewait le trésorier de la mosquée de Roubaix. Roubaix, majoritairement musulmane aujourd'hui. Et donc le trésorier expliquait que dans les pays musulmans, il était normal que la charia s'impose à tous. Et il expliquait les charmes de la charia, la lapidation pour les femmes infidèles, jamais pour les hommes, parenthèse, et d'autre part, on coupait la main aux voleurs. Bon, tous les charmes de la charia. Donc lui, il expliquait que c'était, mais c'est intéressant son interview parce qu'il expliquait que c'était normal que ça s'applique dans les pays musulmans puisque c'est la charia qui s'impose, mais il disait qu'en France, c'était normal que ça s'applique pas parce qu'en France, les musulmans n'étaient pas majoritaires. Et là, John-Paul Lepers lui pose la question, lui tend un piège dans lequel l'autre tombe tête baissée et lui dit « Mais est-ce que ça signifie que si les musulmans devenaient 50% en France, la charia devrait s'appliquer ?» Et là, vous voyez la tête du mec qui change, de la lumière plein les yeux, un grand sourire, genre « Je me fais une belle planante », mais bien évidemment que oui. Le mec annonce ouvertement la couleur, c'est-à-dire que par la stratégie démographique, l'objectif est de transformer la France et d'autres pays européens en terre d'islam. Parce que ce qu'on vous dit sur la France, nous avons été les organisateurs, le 18 décembre 2010, des assises internationales sur l'islamisation de nos pays. C'est pas seulement en France le problème. Nous avons entendu les interventions d'intervenants de 11 pays étrangers, qui venaient des États-Unis, de Russie, d'Allemagne, de Suisse avec Oscar Fressinger, qui je crois était venu plusieurs fois à cette émission, d'Angleterre, d'Hollande, des Pays-Bas. Nous avons entendu même des laïcs venant de pays arabo-musulmans, d'Algérie et tout. Mais tous nous ont décrit exactement le même phénomène, le même système, la conquête par les petits pas, les accommodements raisonnables et jouer au fur et à mesure sur un rapport de force de plus en plus favorable pour d'abord imposer des enclaves musulmanes. On voit aujourd'hui dans le 93, on voit aujourd'hui à Roubaix, on voit aujourd'hui dans les périphéries de Strasbourg, on voit aujourd'hui dans les périphéries de Lille, on voit dans des quartiers de Marseille, où très réellement, vous sentez que c'est la loi musulmane qui s'impose, y compris au niveau de l'alimentation, où vous avez des endroits où il est de plus en plus difficile de ne pas trouver une nourriture qui corresponde aux critères de l'islam, c'est-à-dire, pour dire clairement les choses, pas d'alcool, pas de porc. Donc vous avez de plus en plus ces phénomènes-là. Donc je crois qu'on doit comprendre quelle est la stratégie de l'islam pour savoir après comment on fait effectivement pour empêcher que la catastrophe qui nous est annoncée, si les 30 années suivantes se déroulent comme les 30 années qui viennent de se dérouler, c'est la fin de la France, c'est la fin de notre principe laïque, c'est la fin de nos valeurs démocratiques, c'est la fin quand même d'un pays où il y avait jusqu'à maintenant une cohabitation harmonieuse. Là, c'est ce que décrivait Christine, c'est la loi de l'islam et rien que la loi de l'islam. Et quand on dit que l'islam ne peut pas tolérer une autre civilisation, ne peut pas tolérer la contradiction, ne fût-ce qu'un exemple sur nous qui sommes un petit peu sur les journaux Internet. Quel est le seul courant politique aujourd'hui qui agresse et qui casse les autres sites ? Je dis bien qui agresse et qui casse les autres sites Internet. Vous avez eu notamment des municipalités comme Rennes qui ont vu leur site Internet municipal cassé pendant 2 jours pour protester contre la fin des prières musulmanes dans les rues de Paris. Vous avez 3 ou 4 autres communes qui ont été attaquées de la même façon. Vous avez régulièrement des sites amis qui sont victimes d'agressions, avec réellement les sites détruits. Je suis désolé, le seul courant politique qui agit de la sorte en France, c'est l'islam et ses représentants. Donc, principe totalement totalitaire. Si on a à l'esprit ce scénario, on a quand même le droit et le devoir, comme le disait Christine, en respectant les lois, de se dire quand même qu'il y a un plan hors sec et qu'il y a des mesures à prendre pour éviter que cette catastrophe arrive.
Les mesures, Christine l'expliquait, les premières, c'est effectivement tout ce qui n'est pas compatible avec la République, avec les lois dans l'islam. Désolé, ça, c'est pas possible. Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'insister sur d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, les prénoms des gamins. Dernièrement, il y a un international français de football que j'adore qui s'appelle Franck Ribéry. Quand je mets j'adore, je mets des guillemets. C'est celui qui s'est converti à l'islam et qui nous impose sous le maillot tricolore ses prières musulmanes avant chaque match. Franck Ribéry vient d'avoir un fils. Donc évidemment, un fils, c'est beaucoup mieux que des filles. Il vient d'avoir un fils, donc son 3e enfant. Il a appelé son 3e enfant Seif al-Islam. Si vous voyez, le gamin, il va se trimballer toute sa vie avec ce prénom Seif al-Islam, qui signifie par ailleurs glaive de l'islam. Glaive de l'islam. Donc, vous avez des gamins dans les quartiers qui se prénomment Oussama. Très franchement, est-ce que c'est acceptable comme message qu'on donne ces prénoms? Il y avait une période où le calendrier était précis au niveau de la République, où vous aviez un certain nombre de prénoms, qui n'étaient pas forcément tous des Maurice, des Dupont et tout. Aujourd'hui, vous avez dans de plus en plus de villes le prénom Mohamed, qui devient le prénom le plus utilisé, le plus donné à des enfants. Moi, je suis désolé, le prénom, c'est un message d'intégration et d'assimilation. Moi, je suis pour que les prénoms, on ne puisse pas donner, quand on est sur le territoire français, des prénoms qui sont le contraire d'un modèle d'intégration. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. Une autre chose, Christine parlait du ramadan. Très franchement, est-ce que c'est tolérable en France? Est-ce que c'est compatible avec l'intégration? Est-ce que c'est compatible avec un lieu de travail? Est-ce que, par exemple, c'est normal si vous travaillez sur un chantier que la personne qui est à côté de vous ne puisse pas travailler parce qu'elle n'a pas le droit de boire, elle n'a pas le droit de manger toute une journée dans une période où ça nécessite un gros effort physique? Je vais donner un autre exemple. Vous êtes propriétaire d'une entreprise de poids lourds. Vous allez confier à 50 tonnes, avec tous les problèmes de sécurité qu'il y a, qui n'est pas seulement la sécurité du chauffeur, qui est la sécurité de l'environnement, à quelqu'un qui ne dort pas la nuit pendant un mois, à quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas pendant la journée. Je trouve qu'il y a une véritable réflexion à avoir là-dessus. Et moi, je crois qu'à partir du moment où on a à l'esprit le scénario que je vous ai décrit, on a réellement le devoir de considérer que l'islam n'est pas une religion. N'est pas qu'une religion, parce que c'est souvent le piège dans lequel tombent nos amis laïcs. J'ai nos amis laïcs parce qu'on a milité avec eux. Donc la laïcité, c'est à son honneur, la laïcité respecte le droit religieux, à partir du moment où il est dans la sphère privée. C'est ce qu'a fait la séparation de la loi de 1905. Mais si on considère seulement l'islam comme une religion, on se fait piéger. C'est-à-dire si on employé tout à l'heure un terme, c'est un projet politico-religieux, c'est bien ça. Totalitaire et hégémonique de conquête. Donc, mais là, je pense que vous venez de toucher un point particulièrement sensible, parce que si nous avons affaire à un projet politique, comme d'ailleurs c'était le cas pour le communisme, d'ailleurs, ou pour l'éclairisme, l'ennemi change de visage. Et les armes changent. On a en France, quand on parle des lois, on a la possibilité de mettre hors la loi des projets politiques dont on considère qu'ils sont un trouble à l'ordre public. On l'a fait pour les sectes d'ailleurs. On l'a fait pour les sectes, mais y compris par exemple lorsque le Parti communiste a appuyé le pacte germano-soviétique signé entre Staline et Hitler, il a été déclaré hors la loi. Il a été illégal. Donc je crois aussi qu'en termes de défense de nos principes, nous avons le droit et je pense qu'il y aurait vraiment une commission parlementaire à faire sur la réalité de l'islam. L'islam n'est-il qu'une religion? Quel est le projet politique de l'islam? Et à partir du moment, selon les réponses qu'on amène, je pense qu'on est amené à prendre des dispositions qui protègent la liberté en France. Madame Dassin, vous n'aviez pas épuisé. Pas tout à fait. Pas tout à fait, non, parce que je sais que vous êtes inépuisable, mais je veux tout entendre avant la fin de l'émission. Et puis il n'y a pas que moi, il y a également tous nos auditeurs. Et j'espère que nos auditeurs ont bien pris note de la possibilité de vous demander d'avoir un texte écrit qui resteront à leur disposition pour quand même réfléchir à tout cela, qui est fondamental. Bien sûr. Oui, alors dans la liste effectivement des interdictions qui sont nécessaires, c'est l'interdiction du halal.
Hein. Ah oui. Le halal est cette nourriture particulière qui doit être interdite pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour que la viande soit halal, il faut que la bête soit égorgée directement sans être étourdie, alors que depuis quand même pas mal de temps, dans les pays occidentaux, on étourdit la bête pour pas qu'elle souffre, tout simplement. Donc quand on mange de la viande halal, on sait que l'animal a souffert pendant 5 à 15 minutes avant de mourir, pour que ce soit conforme à un rite du Moyen-Âge, hein, qui était lié au Moyen-Âge. Maintenant, on sait faire autrement et on continue à le faire, sous prétexte qu'il faut continuer cet héritage. Donc ça, c'est grave, donc c'est une des premières raisons. Deuxième raison, c'est que à chaque fois que vous achetez de la nourriture halal, vous financez les mosquées. Puisque pour qu'une nourriture soit certifiée halal, il faut que cette certification soit donnée par une mosquée et c'est donné en échange d'argent. Donc vous financez un culte, ce qui est contradictoire avec la loi de 1905 et ce qui est aussi contradictoire avec la liberté de culte et d'avoir ou de ne pas avoir un culte. Troisièmement, quand vous financez, quand vous achetez le halal, quelque part, vous acceptez l'idée de séparation des êtres en fonction de la nourriture. Alors, on sépare les êtres par sexe, on sépare les êtres, il y a ceux qui mangent halal, ceux qui ne mangent pas halal, et puis on fait quand même une offense gravissime à nos traditions françaises, que en France on puisse mettre l'opprobre sur le cochon, à tel point que même dans les dessins animés pour enfants qui sont actuellement présentés sur les chaînes publiques françaises, les réalisateurs ont comme consigne de ne plus mettre de cochons, parce que ça offense les musulmans. Les 3 petits cochons, c'est terminé. Alors, on le justifie en disant qu'il faut exporter ça dans les pays musulmans et qu'ils n'achèteraient pas si on parle de jambon, de cochon, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un être standardisé à l'échelle de la planète qui ressemble furieusement aux musulmans de base. Cherchez l'erreur. Ça veut dire qu'on est en train de faire disparaître quand même toutes nos valeurs, toutes nos traditions. Et ça, c'est gravissime. Donc le halal, c'est vraiment un problème énorme. Et puis dans on va dire nos solutions, il y en a une qui est quand même très très importante. Vous l'avez un petit peu évoqué en début d'année, enfin en début d'émission, c'est l'immigration, la maîtrise de l'immigration, remise en cause de l'immigration. Et pour remettre en cause l'immigration, il y a quelque chose d'absolument nécessaire, c'est de sortir de l'Europe, puisque Bruxelles nous interdit de limiter l'immigration. Bruxelles nous interdit de patrouiller à nos frontières. Bruxelles nous interdit même d'arrêter les clandestins qui effectivement sont à nos frontières. Et on nous dit qu'il faut absolument qu'il y ait 50 millions d'immigrés dans les prochaines années qui arrivent en Europe. Ça, c'est Bruxelles qui le veut. Hein. Alors, il y a des raisons économiques, des raisons idéologiques. On ne va pas épiloguer peut-être là-dessus. Mais il n'empêche que on n'a pas d'autre solution eu égard au peu de liberté qu'on a au niveau souverainiste. On doit sortir de l'Europe pour retrouver notre souveraineté et arrêter l'immigration. Ça, c'est un point. Et il faut remettre en question le droit du sol. Ce qui se passe à Mayotte, par exemple, ce qui se passe aussi en France, est épouvantable. C'est-à-dire qu'on est en train de faire devenir des Français des gens qui ne veulent pas l'être, qui n'adhèrent pas à la culture et aux valeurs françaises. Et donc, à un moment donné, quand on a épuisé tout le stock de toutes ces solutions dont je vous ai parlé, légales, tranquilles, de négociation, de signature, je crois qu'il faudra à un moment donné poser la question. L'islam ou la France, il faut choisir. La République ou la France, il faut choisir. Ça ne veut pas dire mettre les gens à la mer. Ça veut dire simplement, vous, Monsieur X, vous considérez que vivre dans un pays comme la France, qui respecte la femme, qui veut qu'elle soit égale, qui ne veut pas le halal, qui ne veut pas, c'est insupportable. Alors, vous avez le droit d'aller vivre dans un pays qui soit conforme à vos vœux. Voilà. Bien, je vous remercie. Ce catalogue est tout à fait impressionnant. Incidemment, d'ailleurs, je trouve un peu scandaleux pour un gouvernement qui prétend lutter contre l'immigration, d'avoir, alors qu'on ne lui demandait pas, avec la départementalisation de Mayotte, accepté ce qu'est une immigration indirecte, 200 millions de gens qui sont effectivement polygames ou musulmans, les deux allant de prêtant le bras à l'autre,
comme ça, sans que l'on concilie qui que ce soit. Évidemment, ils ont été attirés par toutes les facilités financières de la France, mais il n'en reste pas moins que si l'on devait expulser 20 000 personnes par an, comme le veut M. Guéant, et combien d'années faudrait-il pour compenser les 200 000 qui viennent d'être injectés dans le corps social français par un trait de plus. On se demande, franchement, je ne veux pas faire de politique, c'est pas l'objet, mais on se demande ce qui se passe dans la tête du président de la République, parce que c'est insensé, c'est contradictoire avec tout ce qu'il fait, avec toutes les propositions qu'il veut mettre en œuvre, avec les lois qu'il a fait lui-même voter quand il était ministre de l'Intérieur. Tout ça, la ni queue ni tête. Enfin, nous sommes dans l'incohérence la plus totale. Et quant à l'Europe, malheureusement, je dois dire à Mme Tazin que je suis amené à vous donner raison. Je pense qu'il y a deux obstacles fondamentaux sur la route qui nous mènent vers le maintien d'une certaine liberté dans ce pays. C'est l'Europe et c'est le Conseil constitutionnel. Je pense que dans les deux cas de figure, nous avons là un espèce de marécage juridique dans lequel on s'embourbe à chaque instant, chaque fois que l'on veut prendre des décisions aussi modérées qu'elles soient. Donc là, malheureusement, il va falloir... Mais peut-être que la crise financière va nous aider, là, hein, parce que j'ai l'impression que le sauvetage de l'euro, mais c'est un autre débat, c'est pas pour demain. Bien, monsieur Cassin. Vous écoutez Radio Courtoisie, le journal d'Yves-Marie Lolland, qui reçoit Pierre Cassin et Christine Tazin pour parler de l'islam. Que faire? Oui, je vois que vous me coupez la parole avec allégresse, et vous avez raison. C'est là qu'on voit que les femmes ne sont pas encore réduites à une... Comment ça, pas encore? Nous ne le serons jamais. Mais pas du tout, il n'y a pas pour l'instant. J'ai quand même attendu la fin d'un long discours. Oui, c'est vrai. Monsieur Cassin, on me demande la parole à votre avis, hein. Je vous laisse faire vos petites affaires. Hein? Donc je vous laisse régler vos... Non, mais il ne faut quand même pas aller trop loin. Donc on me demande des nouvelles d'Asia Bibi. Donc Asia Bibi est cette catholique qui est condamnée à mort dans un pays musulman dont j'ai oublié le nom. Un Pakistan, exact, qui ne fait hélas qu'avoir le sort de des milliers de chrétiens et d'autres religions dans tous les endroits où les musulmans sont hégémoniques et imposent leurs lois. Hein, je recommande la lecture du magnifique livre de Raphaël Delpar sur la persécution des chrétiens dans le monde. Et justement, je voulais rebondir là-dessus pour m'indigner quand même un petit peu de l'attitude de certains catholiques par rapport à ce phénomène-là. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un cardinal Torrent, qui est un éminent cardinal qui sévit au Vatican, qui vous dit dans un colloque en 2008, grâce aux musulmans, Dieu est de retour en Europe. Et vous avez le cardinal de Lyon, Barbarin, qui, croyant faire du dialogue interreligieux, va accepter sur son cathédrale à Lyon qu'il y ait Allah Akbar décrit, sans même demander une contrepartie. Est-ce que Dieu est grand, par exemple, pourrait être écrit sur une mosquée? Et je trouve très franchement ces attitudes exactement comme celle d'une Christine Boutin, qui n'a que paroles angéliques vis-à-vis de l'islam, comme s'il y avait une espèce de solidarité des croyants de sa part contre la laïcité, parce qu'on a l'impression que c'est ça qui la fédère. Je trouve ça réellement indécent quand on voit le sort des chrétiens dans le monde, quand on voit ce qui arrive aux Coptes, quand on voit comment les chrétiens sont persécutés dans d'autres endroits, où d'ailleurs l'AFP raconte systématiquement que ce sont des heurts interreligieux. En Somalie, c'est des heurts interreligieux. C'est vrai, c'est des heurts interreligieux. Il y a ceux qui mettent le feu aux autres. Hein, c'est des heurts antireligieux. Et je trouve réellement, par rapport à l'attitude de certains dhimmis, je n'ai pas peur d'utiliser le mot, de certains dhimmis de la hiérarchie catholique, pas de leur base, mais de dhimmis par rapport à l'islam, je trouve que les persécutions des chrétiens dans le monde mériteraient une autre prise de conscience de la part de la hiérarchie catholique que cette espèce de discours angélique où en gros ils sont dans le dialogue interreligieux. Alors les musulmans, ils ont compris c'est quoi le dialogue interreligieux. Hein. Les catholiques les aident à construire des mosquées en France et en Europe, et les musulmans brûlent les églises là où ils sont hégémoniques. Je trouve que le dialogue interreligieux vu comme ça, ils ont raison de continuer, les musulmans. C'est un échange de bons procédés, mais un petit peu astongique. C'est amusant ce que vous avez dit sur l'Église catholique, la hiérarchie catholique, la hiérarchie, qui est assez corrompue. J'emploie un terme assez fort à dessein.
pas entièrement, mais je pense qu'il y a une bonne moitié. Et ça m'a amené d'ailleurs, il y a quelques années, devant la prise de position d'un évêque de Sainte-Denis, qui faisait l'apologie de l'islam, de lui écrire une lettre que j'ai envoyée aux 90 évêques de France, en leur disant que leur tâche comme vicaire du Christ n'était pas de faire la promotion dans les églises de l'islam, mais plutôt celle du Christ. J'ai d'ailleurs, et j'ai donné les statistiques bien sûr, et j'ai la surprise de voir qu'un tiers à peu près m'avait répondu « Oh non, non, quand même, vous savez, on met le Christ avant Mahomet quand même ». Ça prouve qu'ils avaient conservé un vieux fond de religion catholique, ce qui fait plaisir. Mais d'autres ont vraiment franchi le Rubicon. Ils savent plus où ils sont. Et ils ont perdu la tête complètement. Et cela illustre bien ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le poisson pourrit par la tête, comme dit le proverbe chinois souvent cité, et cette pourriture, on la voit dans le milieu politique, dans le milieu médiatique et dans le milieu religieux catholique. Alors comment lutter contre ça? Ben, c'est pas facile, parce que l'inventaire des armes de Madame Tazin, que j'écoutais avec beaucoup, beaucoup de plaisir, parce que là, vous avez fait vraiment, vous avez été au fond des choses, là. Vous avez été regarder les textes. On a essayé. Oui, mais ça, c'est un travail dont il faut vous rendre hommage, parce que c'est comme ça qu'on veut faire sérieux. Il faut vraiment faire un travail de base accompli. Mais le problème, c'est la mise en œuvre. Est-ce que vous aviez des idées sur la façon dont on pourrait, à part Radio Courtoisie, qui vous accueille avec joie, mais il faudrait le faire très souvent, alors, et plus souvent en tout cas. Est-ce qu'il n'est pas possible d'agir au niveau politique? Déjà, au politique, il y a une élection présidentielle bientôt. Ce qui est intéressant par rapport à toutes les propositions qu'a énoncées Christine, c'est que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un bilan des batailles que, à trop peu nombreux, nous menons contre l'islamisation de la France depuis maintenant une dizaine d'années. On va dire qu'on a remporté 3 victoires. La première, ça a été la loi du 15 mars 2004 contre les signes religieux à l'école publique. Ça a été une bataille difficile, il y avait des milliers de voiles, la réalité était totalement niée, le voile avait des conséquences dans l'école publique puisque les personnes qui portaient le voile, quelque part, indiquaient aux jeunes garçons musulmans que les jeunes filles arabo-musulmanes qui ne le portaient pas étaient des mauvaises musulmanes, dans le meilleur des cas, des mauvaises filles avec tous les qualificatifs qui vont après. Mais le voile, c'était aussi un message politique qui faisait que on imposait quelque part l'islam, une vision de l'islam dans la cour de classe. Et que, par exemple, quand un enseignant veut parler de la Shoah, c'est moins facile. Avec quelqu'un qui a le voile, avec quelqu'un qui fait passer remarquer, il n'y a plus le voile maintenant, c'est toujours un problème dans certaines classes. Mais donc on a gagné cette bataille d'une manière difficile, contre les islamismes et contre les gauchistes, contre les associations antiracistes, contre une partie de la droite. Vous parliez du président de la République. Sarkozy en 2003-2004 est le pire adversaire d'une loi contre les signes religieux à l'école. C'est Chirac qui pousse, et pas Sarkozy en 2003-2004. Nous avons gagné la bataille du voile intégral, ce que vous appelez burqa et tout. Oui, niqab. Grâce à André Gérin et grâce à un député UMP qui est Jacques Miard, il y a eu effectivement, à un moment donné, une union parlementaire entre la gauche et la droite, un petit peu dans l'esprit de la résistance, pour dire on va arrêter maintenant le niqab. Il y avait entre 2000 et 3000 voiles intégraux en France. C'est 2000 ou 3000 de trop. Et là, on vient, alors que depuis 15 ans, dans les rues du 18e arrondissement, il y a des milliers de musulmans qui imposent la prière à l'ensemble de la population, qui bloquent les routes et tout. Bon, Guéant, apparemment, vient d'obtenir que ça soit terminé. On est quand même obligé de réfléchir. Que d'efforts, que d'énergie et tout, pour à l'arrivée, d'accord, à l'école, il n'y a plus de voile. D'accord, il n'y a plus de voile intégral. D'accord, il ne va plus y avoir de prière. Mais il y a de plus en plus de musulmans, il y a de plus en plus de voilés, y compris de plus en plus jeunes, comme le dit Christine. Il y a de plus en plus de revendications halal dans les cantines scolaires. Vous avez de plus en plus de fêtes scolaires de fin d'année où il n'y a plus qu'une viande, c'est le halal. Pourquoi il n'y a plus qu'une viande et c'est le halal? Les enseignants ne se cassent pas les pieds. Ils disent d'un côté, attendez, vous, les non-musulmans, vous vous en foutez de manger halal, alors que les musulmans, ils ne peuvent pas manger non halal. Alors, on va faire des économies, puis tout le monde va acheter halal.
Donc vous voyez, il y a une démission, un renoncement de nos valeurs. On parlait de l'hôpital, vous avez des preuves, vous avez de plus en plus de salafistes qui se baladent réellement en tenue de djihadistes en France. Bref, malgré toutes ces batailles, le moins qu'on puisse dire est que la présence, l'islamisation de la France est de plus en plus aveuglante et il faut être sot, aveugle ou complice pour pas s'en rendre compte. À partir de là, c'est évident qu'il y a une urgence. L'urgence, c'est un message politique fort en 2012. On peut pas. Moi, j'espère que pendant la campagne présidentielle, et d'ailleurs, on a avec Christine, on a annoncé qu'on sortait un livre qui donc va s'appeler La faute du bobo Jocelyn. Et nous, on espère que, je vous en parle un petit peu si vous voulez, mais nous, on espère être capable, avec notre rapport de force, de mettre l'islam et l'islamisation de la France au cœur de la campagne présidentielle, et de voir, de voir qui va dire quoi. Voir qui va dire quoi, y compris. Il faut poser la question. Jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, moi, je sais pas qui sera candidat, qui sera pas candidat. Jusqu'à maintenant, le moins qu'on puisse dire est que Marine Le Pen est celle qui a un discours le plus proche de notre discours. J'ai envie de dire, nous, ça fait 8 ans qu'on raconte la même chose. Je crois pas qu'il y a 8 ans, Marine Le Pen disait ça. Moi, je me réjouis que Marine Le Pen épouse une partie de notre discours, et j'aimerais beaucoup que, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, qui est excellent sur l'Union européenne, mais qui sur l'islam était lâche consternant, j'aimerais beaucoup que Nicolas Dupont-Aignan écoute un peu plus de militants de Debout la République, qui ont conscience de la réalité de l'islam, alors que lui ne l'a pas et quelques-uns de ses conseillers ne l'ont pas. Et puis, qu'un maximum de candidats lors de la présidentielle commence un petit peu à changer de discours. Après, on s'interrogera s'ils sont sincères ou si c'est de l'opportunisme. Mais au moins, plus il y a de candidats qui raconteront autre chose que de plus en plus de mosquées en France, autre chose que l'islam, religion de paix et d'amour, autre chose qu'islam de France, plus il y en aura qui reprendront notre discours, on va dire, plus notre discours passera. Oui, mais je crois que la solution du problème est de nature politique. Tout à fait. C'est évident. Et nous avons, effectivement, vous venez de le souligner, une occasion extraordinaire, les présidentielles, où les cartes vont être rebattues pour, effectivement, reposer l'islam. J'ai encore 5 minutes, là. On va l'utiliser de façon utile. Si vous aviez peut-être des questions d'auditeurs particulièrement percutantes. Il y a beaucoup de questions, mais... Comment? Vous avez l'air de dire que tout ce que disent les auditeurs, c'est les sottises. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, c'est impressionnant. C'est pas bien, il y en a le ramadan n'est pas un jeûne, mais un décalage horaire. Il y a un énorme marché des produits halal. Bon, vous avez parlé. Vous avez dit ça. C'est quand même. Non, mais je veux dire, souvent. Ils éprouvent, ils approuvent. Voilà. Mais je préfère ça. Et il n'y a pas vraiment de question. Là, il y avait une question. Malheureusement, le clergé catholique assiste toujours aux cérémonies d'inauguration des mosquées. Un jour viendra où les islamistes demanderont de transformer les églises en mosquées. Que faire? C'est déjà demandé. Il y a eu une demande. C'est déjà demandé. C'est le scénario d'un remarquable livre qui s'appelle 2048, la mosquée Notre-Dame de Paris. C'est exactement le scénario. Et entre nous, ça arrive également dans le livre dont je vous parlais, donc La faute du bobo Jocelyn, où nous faisons un scénario que la gauche gagne en 2012. Vous savez ce qui va nous sauver? C'est que les habitants du quartier trouveront insupportable d'entendre le muezzin à 4 heures du matin. J'en suis pas sûr. C'est la seule chose où ils achèteront des boules cuillères, c'est vrai. Ils sont capables de tout. Non, ils déménageront s'ils peuvent. Quand on entendra... C'est partout. Quand on entendra l'appel du muezzin, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut réagir. Oui, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut faire pression sur les politiques. Déchristianisés aussi. Et là, il y aurait peut-être sûrement quelque chose à faire. Alors, disons, l'histoire du christianisme, très souvent, puisqu'avec Christine, on fait des banquiers républicains, et il nous arrive de temps en temps, nous on discute avec tout le monde, sans exception, et il arrive dans ces banquiers républicains qu'on soit un petit peu, on va dire, interpellés, notamment par des catholiques qui nous disent « tout ça c'est de votre faute les laïcs ». Autrement dit, si vous n'aviez pas fait 1905, si vous n'aviez pas contribué à la déchristianisation de la France, on n'en serait pas là. Je vous parlais des assises sur l'islamisation de nos pays. Désolé, mais il n'y a pas de loi de 1905 en Grande-Bretagne, il n'y a pas de loi de 1905 en Suisse, il n'y a pas de loi en Belgique et tout. Et ils sont confrontés de la même façon à l'offensive de l'islam. Donc, non, c'est une façon d'évacuer le problème. Le problème n'est pas là. Il ne faut pas s'arrêter à ce genre de choses. Bien. Alors, comme prière, puisque j'ai encore 3 minutes, ce qui est extraordinaire, Madame Tazin,
dans les propositions que vous faites, il y a bien sûr des propositions qui concernent les femmes et l'égalité entre les femmes. Égalité à laquelle je suis très attaché, madame. Ah, je suis ravie de vous l'entendre dire. Ah non, mais comment? Mais tout le monde me connaît. Ceux qui me connaissent savent que je suis le premier féministe de France. Hein. C'est admirable. Mais ceci étant, à quelle proposition donneriez-vous la priorité des priorités? Oh là, en faveur laquelle? des femmes. Pour les femmes, interdire le voile. Interdire le voile. Je crois que ça signifierait une transformation de l'espace public où, à nouveau, moi j'ai honte, je reçois un coup en pleine poitrine à chaque fois que je croise une femme voilée. Je me dis comment est-ce qu'en France, les autorités peuvent accepter ça, accepter ce signe de discrimination, d'infériorité de la femme. Voilà, je crois que l'urgence, elle est là, absolue, et c'est quelque chose qui serait très symbolique. Qui est à la fois preuve de soumission et d'infériorité, et en même temps affirmation d'une certaine image religieuse. C'est ça que vous voulez dire. C'est pas la religion. Et que la femme est réservée à un musulman. Il n'y a plus d'endogamie. Femme voilée est réservée à un seul musulman. Yves-Marie Lolland, si vous tombez amoureux d'une femme voilée, vous n'aurez pas le choix, vous devrez vous convertir à l'islam. Et justement, il y a cette visibilité de l'islam, donc on n'a pas parlé, on n'a pas employé le terme. Mais excusez-moi, c'est vrai que nous avons c'est important. 30 secondes pour dire merci à M. Cassin et à Mme Tazin. Hein.